y a bien longtemps, le royaume d'Akareto était un royaume prospère et pur. Après la mort de son souverain, l'empereur Yamada, son fils Yukio et sa fille Emiko prirent les rênes du royaume. Mais un jour, le royaume fut envahi par des combattants de la tribu des Morts Calvaires, dirigés par le seigneur Scummel Grimaldi. Ce dernier avait obtenu une arme des plus destructrices, la Keyblade des Ténèbres. Il a servi le peuple et tente de corrompre les deux souverains. Yukio, assoiffé de pouvoir et le cœur rempli de haine, n'hésite pas une seule seconde. Emiko, quant à elle, refusa. Grimaldi leva son arme sur elle, prête à la tuer, mais dès lors, une lumière intense jaillit des mains de Emiko, faisant apparaître une autre Keyblade, celle de la lumière. Elle parvint grâce à elle à bloquer l'attaque de son adversaire et de le chasser ainsi que ses sbires et son propre frère, afin de sauver son royaume. Mais combien de temps allait-il encore rester sauf? Heureusement, il existe une troisième Keyblade qui a le pouvoir de restaurer l'équilibre entre les ténèbres et la lumière. Personne ne sait où elle se trouve, mais on dit qu'elle n'apparaîtra qu'à une personne suffisamment courageuse pour la manœuvrer. Non. Pourquoi ça? Parce que j'en ai ras-le-bol. Tu te rends compte qu'en 4 ans, j'ai affronté un tueur psychopathe, un de mes clones ratés, une armée de cyborgs, et puis je te parle pas du nombre de fois où on s'est foutu de ma gueule au téléphone, que je me suis fait transformer en poisson, que j'ai dû subir le lac des morts vivants. Le seul truc un petit peu sympa qu'on ait fait, c'est notre séjour sur la lune. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? En fait, tu veux juste abandonner, c'est tout. Mec, ça fait des mois que je me sens plus motivé pour faire cette émission. Tu veux que je te dise, en vrai de vrai, je crois juste que t'as peur en fait. Peur de quoi? Peur d'affronter ton destin. Mais quel destin? Ça fait 1 an que tu me fais vadrouiller dans l'espace et que je sais même pas ce que je suis censé faire. Si tu le sais pas, Lenny, c'est parce que tu ne le cherches pas. C'est au fond de toi, c'est quelque part, c'est une responsabilité que tu as en fait. Et que tu refuses. Tu préfères t'amuser. Et il serait temps de grandir en vrai. Bon, tu sais quoi, débrouille-toi, je reviendrai quand on sera calmé. La fée Claudie! Tu voles toi maintenant? Non, c'est ma nouvelle mise à jour. Alors, vous allez le faire quand le nouvel épisode? J'en sais rien, ça dit. J'en sais rien. Un peu de poussière de fée pour vous motiver? Hein? Un petit câlin peut-être? Non! En plus t'as même pas de bras! Je vais me remettre dans l'écran finalement. Bon, je crois que la subtilité est morte. Eh ben va falloir s'accrocher. S'accrocher, haha. À l'origine, Peter Pan est un personnage créé par le dramaturge britannique James Matthew Barrie. Sa toute première apparition sur papier est le roman Le Petit Oiseau Blanc paru en 1902 qui deviendra par la suite une pièce de théâtre. Puis viendra ensuite en 1904 une autre pièce, Peter et Wendy, qui sera par la suite publiée en roman en 1911. Dans les grandes lignes, nous suivons Wendy Darling, une jeune fille rêveuse dont les parents aimeraient qu'elle grandisse. Mais une nuit, alors que les parents sont absents, elle reçoit la visite de Peter, un gamin étrange qui s'est volé, accompagné d'une fée, Clochette, et qui propose à Wendy et ses deux frères, John et Michael, de venir au pays imaginaire. Une île peuplée de personnages divers et variés, comme les compagnons de Peter, les enfants perdus, les sirènes, les indiens, et bien sûr les pirates menés par le capitaine Crochet. Et les diverses aventures qu'ils vivront apprendront à Wendy qu'elle doit accepter de grandir, mais tout de même conserver une part de son enfance. Ça, c'est la version d'histoire que tout le monde a adoptée. Et mine de rien, on peut dire que l'histoire a quand même pris un sacré coup de vieux. Et même si ça a déjà été relaté des centaines de fois sur internet, il faut rappeler que les adaptations, ce par quoi on connaît principalement les œuvres aujourd'hui, ont eu tendance à beaucoup édulcorer les choses. Surtout pour une histoire qui se voulait pour enfants. Car histoire de bien montrer que le but de Wendy est d'apprendre à grandir, le roman montre bien que le pays imaginaire n'est pas vraiment un endroit aussi féerique qu'on le pense, puisque tout le monde fait un peu la guerre à tout le monde. Dans une moindre mesure, c'est un peu comme ces gamins qui rêvent d'aller à Poudlard, alors qu'avec le recul, une école avec des trolls, des araignées géantes, un prof qui se révèle être un sorcier maléfique chaque année, moi j'ai moyennement envie d'y foutre les pieds. Et surtout Peter lui-même, qui est un problème assez complexe. Car une des caractéristiques principales du personnage, c'est qu'il refuse de grandir. Ce qui fait qu'avec le succès du roman, le personnage a fini par donner son nom au syndrome dont sont atteints les enfants qui refusent de devenir des adultes. Michael Jackson lui-même se revendiquait d'être atteint de ce syndrome. Regarde-moi, je suis Peter Pan, come on. Berk. Mais il ne se contente pas de ça, non. Il applique aussi cette loi aux enfants perdus, qui, comme Wendy et ses frères, sont des gamins que Peter arrache à leur famille de façon consentie ou non, ça dépend des versions, et les tue dès que Peter juge qu'ils ont trop grandi. Ben, à part le fait qu'il rentre chez nous par effraction pour nous faire sniffer une poudre bizarre pour ensuite nous emmener dans une forêt... Avouez que ça mérite la chaise électrique! Si on ajoute à ça le fait qu'il a tranché la main du capitaine Crochet qui, certes, est aussi un enfoiré qui tue des gamins, mais ça n'excuse pas tout pour la donner à bouffer à un crocodile,
Autant dire qu'il a une ardoise bien pleine, le Peter. J'aimerais rajouter que ça fait des années qu'il m'humilie sur mon lieu de travail. Il faut comprendre que j'ai une entreprise respectable avec des employés qui comptent sur moi pour sa réussite. Alors avoir un petit con qui va tout le temps pour faire chier, c'est pas globe quoi. Corrigez-moi ce petit freluquet au plus vite. Résultat des courses, on est aussi en sécurité au pays imaginaire que dans la cape de Marc Dutroux. Oula, vous êtes sûr de cette blague? Ah, jamais! Mais bref, ça c'est le Peter des bouquins, on est plutôt là pour parler adaptation. Et pour en savoir plus sur la véritable histoire, je vous renvoie vers cette vidéo de Léa Blabla. Mais avant de s'y plonger, je vous conseille quand même de regarder un certain film dont nous ne parlerons pas en profondeur dans cette analyse. Il s'agit du film Neverland, sorti en 2004 et réalisé par Mark Forster, le réalisateur de Quantum of Solace, qui s'inspire librement de la vie de James Barry et de la création de Peter Pan, avec Johnny Depp en Barry et Freddie Highmore dans le rôle du gamin qui lui a inspiré Peter. La première adaptation cinématographique, quant à elle, est sortie en 1924 et est réalisée par Herbert Brennan avec l'actrice Betty Bronson dans le rôle de Peter. Oui, ils ont pris une femme pour jouer Peter Pan en reprenant la tradition de la pièce de théâtre, puisque les enfants ne jouaient pas à cette époque. Ce qui ne les a pas empêchés en revanche de prendre de vrais enfants pour John et Michael par contre. En même temps, il faut dire qu'ils ont un rôle très secondaire contrairement à Peter. Bon, le film est pas mal, mais bon, je peux pas le juger honnêtement, je veux dire, c'est un film muet en noir et blanc des années 20, donc pour moi c'est pas facile de l'analyser concrètement. Et puis jeune con fan de blockbusters pété de thunes que je suis, forcément moi ça me fait marrer de voir un mec déguisé en chien que je suis censé prendre au sérieux. Pitoyable spectacle. Et tant qu'à avoir parlé du lien avec la pièce, je trouve un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait jouer Crochet et Monsieur Darling par le même acteur comme c'était le cas dans la dite pièce. Je trouve que l'idée de base est excellente car ça appuie le fait que le capitaine Crochet est la figure de l'adulte autoritaire au pays imaginaire, supposé faire un parallèle entre le père de Wendy qui veut qu'elle grandisse. Bon, heureusement ils ont fait ça dans 2 autres adaptations. Vous êtes un homme que les enfants craignent et que les adultes respectent. Le film a plutôt bien marché et a été jugé culturellement signifiant par la Bibliothèque du Congrès en 2000, quoi que ça veuille dire. Mais la première adaptation à avoir été un énorme succès, je suis sûr que la grande majorité d'entre vous a connu l'univers grâce à ça, c'est évidemment le film d'animation sorti en 1953. Il s'agit du 18e long métrage d'animation des studios Disney et réalisé par le trio composé de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, qui ont réalisé tous les longs métrages animés du studio de Cendrillon au 101 Dalmatien. Et bien qu'on ait déjà abordé quelques productions Disney dans cette émission, c'est la première fois que je m'attaque à un de leurs classiques. Et à vrai dire, je suis content que ce soit celui-là. C'est peut-être la nostalgie qui parle, mais je suis très attaché à ce film. Et pourtant, étrangement, ces derniers temps, j'entends de plus en plus de gens, que ce soit d'autres vidéastes ou des potes, dire détester ce film. Bon, ça reste cela dit plus agréable à entendre que... Le quoi de Notre-Dame? Mais ça existe pas ce truc. De toute façon, le meilleur Disney, c'est la Reine des Neiges. Ah, Christophe! Certes, ça fait toujours un peu de mal de savoir qu'un film qu'on adore génère sa communauté de haters, et pourtant, Dieu sait que je devrais y être habitué. Mais soit, je comprends et je respecte vos avis. Bon, cela dit, c'est pas toujours acceptable. Dans les diverses critiques que j'ai pu entendre, le problème vient généralement de son ton parfois trop enfantin et surtout du comportement puéril de Peter lui-même. Sans deck Sherlock. Comme je l'ai expliqué, Peter est un gamin qui refuse de grandir, donc c'est plus ou moins normal qu'il se comporte puérilement de façon permanente. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est le principe même du personnage. D'autant plus qu'on l'oublie souvent vu que c'est lui qui donne son nom au titre, mais le vrai personnage auquel on est censé s'identifier c'est Wendy. Certes, contrairement à Peter, elle n'accomplit pas vraiment de prouesses et subit plus les événements, mais référez-vous à ce que je disais tout à l'heure sur ce que l'histoire de base est supposée enseigner. Histoire de bien résumer ça, ce n'est pas Peter qui est censé évoluer. Vous pouvez trouver sa mentalité erronée, mais on ne peut pas critiquer décemment son absence d'évolution, étant donné qu'il n'est pas supposé en avoir. À part accepter le fait que Wendy ne peut pas rester à ses côtés, ce qui n'est pas vraiment un enjeu au final puisqu'il peut passer la voir quand il veut en fait. Ce qui m'étonne le plus par rapport à ce récent vent de critiques négatives, c'est que je me rappelle que dans les années 2000, le film provoquait encore un certain engouement chez les enfants de ma génération. Je veux dire, on y a tous joué avec ses copains dans la cour de récré. En même temps, il faut dire que l'univers assez hétérogène du pays imaginaire ouvre la porte pour plein d'histoires différentes. Même à Disneyland Paris, en plus d'avoir son attraction dédiée, t'as carrément une reconstitution du pays imaginaire. D'ailleurs, cette histoire de poudre magique, c'est un rajout pour que les enfants évitent de sauter de leur toit en essayant de voler. Et pour ça, on te martèle bien que tu peux voler sans poudre, mais bon, tu peux faire passer n'importe quoi pour la poudre, je sais pas moi, du sable, du sucre, du chocolat en poudre, les cendres de même Gertrude. Et si tu dis que c'est de la poudre magique, ça change rien au débat. Et même si t'as pas de poudre, t'essaies quand même parce que bon, quand t'es gosse, t'es un peu con. Avouez, vous avez tous essayé quand vous étiez gosse. Bah ouais, je connais un mec qui vend de la poudre magique de l'autre côté de là. Toi, tu finis cette blague, tu es mort, ok? Bon, par contre, si un adulte fait vraiment ça de nos jours, ça aurait l'air con tout de suite. Oui, gendarmerie? Oui, je vous appelle parce qu'il y a encore un camé qui essaie de sauter du toit en se prenant pour Peter Pan. Oh mais ça va, je vous dis. J'ai rien volé. J'ai la poudre magique. Il dit qu'il a la poudre magique sur lui. Bon bah, entendu, on s'en occupe. Jean-Pierre, Ouais, faut envoyer la patrouille des stupes. ouais, on s'en occupe. C'est quoi l'adresse? Je vais la rappeler. T'as noté le numéro?
Non. Oh putain, t'es vraiment con, Zombie. Après, bien que adorant ce film de tout mon cœur, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un des meilleurs Disney, mais il a ses qualités propres. Déjà, le film est visuellement très beau. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand chose parce qu'on en a tout le temps du ventre, des films Disney aux images stylées, mais pour l'époque, c'était rare pour un film Disney de présenter des plans aussi beaux, car les films précédents, bien que ambitieux, me paraissent moins visuellement poussés. Quoique Pinocchio se défend. Et je vous parle pas des 30 années qui ont suivi où les traits étaient plus grossiers, où les animations se recyclaient. Et bien que Peter et Wendy soient les deux personnages principaux, ce sont deux autres personnages qui ont droit à plus de popularité. Le premier d'entre eux étant la Fée Clochette, devenue une des mascottes de Disney, au point qu'elle animait certains logos, a eu droit à une apparition anachronique dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, un caméo très furtif dans Taram et le chaudron magique, et a eu droit à une série de films dérivés. Aujourd'hui, notamment grâce à ces films dérivés, justement, on a l'image d'une petite fée gentille et mignonne. Pourtant, dans sa première apparition, on en est très loin. Elle est capricieuse, jalouse, possessive, visiblement complexée par la taille de son boule, tente de tuer Wendy, et va jusqu'à trahir Peter pour tenter de se débarrasser d'elle. Ah, salope. Même si ce n'est pas dit officiellement dans cette version, on peut penser qu'elle est amoureuse de Peter. Mais vu la différence drastique de taille, ça ferait bizarre comme relation. Et bien évidemment, l'autre personnage star du film, c'est le Capitaine Crochet, premier méchant masculin d'un long métrage Disney, et fait partie des méchants préférés de beaucoup de gens, moi compris. Ce que je trouve génial avec ce personnage, c'est les multiples facettes de personnalité qu'il affiche tout le long. Tantôt il joue le gars raffiné avec une allure soignée et de belles paroles, tantôt il joue le tueur sanguinaire qui n'hésite pas à tuer deux de ses hommes de main dans le film, mais quand il est dépassé par la situation, il montre ce qu'il est vraiment, un grand gamin peureux et lâche, ce qui le fait un peu tourner au ridicule. Car Crochet est l'incarnation de l'adulte au pays des merveilles. Et sa crainte du crocodile qui fait un bruit d'horloge, ça représente la peur de l'adulte qui a peur d'être rattrapé et tué par le temps. Et ce qui est cool, c'est que pour le voice acting, ils ont fait l'effort de faire doubler Crochet et Monsieur Darling par le même acteur, chose qu'ils n'ont pas faite dans le doublage français de l'époque. Mais ils ont corrigé ça dans le redoublage de 92. Mais je viens pas de te faire une transition pour parler du doublage français. Alors, j'ai pas vu le doublage de 1953, mais des quelques extraits que j'ai vus, bif bof, hein. De toute façon, seuls les derniers doublages en date circulent encore dans le commerce pour les Disney qui ont nécessité un redoublage. Et je sais pas si vous avez vu le premier doublage de Pinocchio, mais ça vaut le coup d'oreille. Comment es-tu descendu? J'ai trébuché. Et puisqu'on en parlait, Crochet dans les deux VF est doublé par Jean-Henri Chambois, qui a doublé cet autre méchant Disney, iconique. Chaton, kili 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 kili. Chaton, kili 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 kili. Peter, quant à lui, est doublé par Hervé Rey, la voix actuelle de Porcinet, Yako dans les Animaniacs, mais mon petit chouchou dans sa carrière, ça reste quand même Roxas dans la saga Kingdom Hearts. Saga dans laquelle il double aussi Peter Pan d'ailleurs. Dis-moi pourquoi tu as été choisi. Wendy est doublée par Séverine Morisot, la voix de Alice et Zaza dans La Bande à Picsou, John est doublé par Charles Pestel, la voix de Matsuda dans Death Note, Monsieur Mouche par Teddy Billis, habitué aux vieillards de Disney puisqu'on lui doit aussi Geppetto et le Sultan dans Aladdin, et dans les personnages de second plan, on peut noter Michel Mella sur Un des enfants perdus, et parmi les chœurs de la chanson À la file indienne se trouvait un tout jeune Donald Renew. Après oui, le film a quand même des défauts, les personnages des enfants perdus sont un poil irritants et les indiens un poil trop caricaturaux notamment. On dirait qu'ils sortent de Lucky Luke, sérieux. Mais bref, le film a été un succès monstre et est devenu une pierre angulaire des studios. Il a eu droit à une suite en 2002 par le studio Disney Toon et c'est l'une des rares à être sortie au cinéma. Et bon, on connaît la réputation des suites Disney de cette époque, mais celle-là fait partie de celles qui sont acceptables. En même temps, c'est pas compliqué de faire mieux que Pocahontas 2 ou le Bossu de Notre-Dame 2. Le quoi de Notre-Dame? Bon, celui-là par contre, si on pouvait l'oublier, ce serait pas mal. Et en parlant de trucs qu'on préférait oublier, il a eu droit cette année à son remake live sur Disney+. Ah là là, pas bon du tout, pas bon, stop, arrêtez, pitié. Mais dans les décennies qui ont suivi la sortie du film, on a eu pas mal d'autres adaptations de Peter Pan en animation, que ce soit en série ou en long métrage, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Mais si, vous savez, ces films d'animation bas budget qui essayaient de surfer sur le succès des films Disney. Vous savez, ceux que vos parents vous offraient sur un malheureux quiproquo. Pas ça, pas ça. Gagné, perdu. Je vais pas trop en parler parce que majoritairement tout le monde s'en fout, mais je vous conseille néanmoins de jeter un œil à la version de Burbank Animation sortie en 1988. Les dessins sont moches et les doublages sont aux fraises, mais je le retiens avant tout pour sa musique perso. Mais du côté cinéma, pas grand chose, et la raison à ça, c'est les producteurs qui craignaient que quelconque adaptation ne souffre de la comparaison avec le film Disney tellement son impact a été énorme. Parmi les projets d'adaptation avortés, on a notamment eu une comédie musicale avec Michael Jackson en Peter. Un petit garçon pour toujours. Non, définitivement non. Et c'est cette crainte qui a quand même fait un jour dire à quelqu'un « Et si on racontait ce qui lui arrive après ?» Et c'est par ce biais de réflexion qu'on a eu Hook ou la revanche du Capitaine Crochet en 1991 et réalisé par Steven Spielberg. Punaise, dans cet épisode je fais mon premier Disney, mon premier Spielberg. Malgré l'idée de départ qui semblait captivante au premier abord, les studios étaient un peu frileux à l'idée de produire un Peter Pan en live. Même Disney à l'époque avait refusé. Ah ouais, genre on veut bien refaire les 101 Dalmatiens mais pas Peter Pan. Et là encore c'est le Disney de l'époque. Parce que le Disney de maintenant,
Spielberg d'autant plus était en pleine traversée du désert avec les échecs de l'Empire du Soleil et Always. Bon, avec quand même le meilleur film Indiana Jones entre les deux. Et malheureusement, avec les diverses déboires de production et les critiques qui ont descendu le film, Hook est un nouvel échec consécutif à sa sortie. Heureusement, Spielberg se refera pour son film suivant. Si vous voulez en savoir plus sur la production de Hook, je vous conseille l'excellente vidéo de Mea sur le sujet. Mais Hook fait partie de ces films qui ont été revus à la hausse bien après leur sortie. Il a marqué l'enfance de nombreuses personnes et est considéré comme une pierre angulaire de l'histoire de Peter Pan, au même titre voire plus que le film Disney. Et il est facile de comprendre pourquoi, parce qu'on est là face à un vrai bon film pour enfants avec une certaine magie et des effets qui ont pas trop vieilli. L'histoire est donc celle de Peter Pan. Sans blague. Peter Pan qui a grandi, a épousé la petite fille de Wendy avec qui il a 2 enfants et est devenu un avocat obsédé par son travail, délaissant presque sa famille, jusqu'à ce qu'un soir Crochet vienne capturer ses enfants. Alors que Peter sache passer du pays imaginaire au vrai monde, je veux bien. Il vole et en plus comme il a un raisonnement d'enfant et que j'imagine que ça fonctionne avec une règle dans le genre, il peut s'ouvrir une sorte de passage entre les deux mondes. Mais Crochet qui ne vole pas et qui en plus est un adulte pur et dur devrait rester bloqué au pays imaginaire qu'il exècre. Et on en revient toujours à la question posée 3000 fois, comment il connaît l'adresse de Wendy ? Bon, ça c'est une interprétation perso, et cette critique s'applique autant à Hook qu'à Peter Pan 2 en fait. Capitaine, j'ai trouvé les pages jaunes sorties de mon cul et il n'y a qu'une seule adresse tenue par la famille de Wendy. Oh merveilleux, mouche! Clochette intervient donc pour aller chercher Peter pour le ramener au pays imaginaire pour les sauver. Seulement, Peter a complètement oublié qui il était autrefois et devra retrouver son passé grâce aux enfants perdus. Et j'aime beaucoup ce film, je dirais même qu'il est un peu meilleur que son prédécesseur animé. Même si je l'aime moins. Le traitement de Peter est assez intéressant car son statut d'enfant refusant de grandir est un peu détourné car on a cette fois-ci un adulte ayant perdu son âme d'enfant et mis face aux responsabilités d'adulte. Non, on va pas illustrer ça comme ça, hein. Bon, disons-le, c'est devenu un boomer. Et quand je dis qu'il a tout oublié de son passé, est-ce que ça comprend ses crimes aussi? Oh punaise, s'ils avaient su. Peter adulte est interprété par le regretté Robin Williams, à ce moment au top de sa carrière, un choix qui peut sembler à contre-pied en première moitié de film étant donné que Robin est habitué au rôle d'adulte ayant conservé une part d'enfance et que c'est plus ou moins l'inverse. Mais étant donné que son but est de renouer avec l'enfant en lui, c'est au final plus approprié. Ce que j'imite le mieux, c'est le hot dog. La clochette de Julia Roberts, quant à elle, est drastiquement différente des autres versions, car d'une elle parle, et ensuite ce n'est pas une connasse jalouse, limite psychopathe. On décèle toujours chez elle une part de jalousie quant au tournant qu'a pris la vie de Peter, mais c'est traité de façon plus dramatique, ce qui fait que tu peux plus facilement être pris d'empathie. Et avant de parler du GOAT de ce film, faut quand même parler un peu des autres persos secondaires. Wendy âgée jouée par Maggie Smith qui fait presque office de mentor au début, Rufio, le chef des enfants perdus qui connaît une évolution de petit con provocateur à allié qui se sacrifie. C'est marrant d'ailleurs puisque une dizaine d'années plus tard, son interprète, Dante Basco, sera la voix originale de Zuko dans Avatar le dernier maître de l'air, un personnage qui a un peu le même genre d'évolution. Et Monsieur Mouche joué par Bob Hoskins. Ce nom ne vous dit peut-être plus grand chose, mais son autre rôle notable c'était Eddie Valiant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Après ça, il a joué dans 2 films de merde réputés avant de décéder en 2014. Le personnage en soi n'est pas surdéveloppé, mais il a une excellente dynamique de duo avec... Bah, c'est le moment d'en parler. Crochet joué par Dustin Hoffman est la meilleure partie du film. Il sait comme sa version animée antérieure jongler entre le méchant menaçant et le méchant comique. On en fait moins des caisses sur le côté ridicule certes, mais son ton à la fois hautain et amusé est vraiment plaisant à voir. Et le tout évidemment magnifié par le doublage français d'un comédien pas super connu dans le milieu, qui, si mes souvenirs sont bons, s'appelle Richard Darbois. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher, cette fois-ci, Mouche, essaie de m'en empêcher. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on lui rajoute un côté un peu manipulateur. Et le personnage de Jack, le fils de Peter, représente bien cette idée. Bon, pas le gamin en lui-même, parce que, soyons honnêtes, c'est un peu un petit con. Oh, vous dites ça à chaque fois que vous voyez un gamin dans un film. Mais là, justement, ça sert le scénario. On voit qu'il y a clairement une relation conflictuelle entre Peter et Jack, et en milieu de film, Crochet essaie de pervertir les enfants de Peter. Maggie y résiste, mais Jack se laisse attirer par les belles paroles de Crochet, faisant un contraste factice avec Peter, ne parvenant pas à tenir les promesses faites à son fils. Quelque part, ça rajoute un message sur le fait de faire confiance avant tout aux personnes qui nous aiment vraiment, même si elles nous blessent. Et ne pas suivre les propos racoleurs des gens qui nous font croire qu'on peut compter sur eux, alors qu'en fait, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Bref, c'est un film bourré de messages ici et là que malheureusement, je ne vais pas m'amuser à tout lister, et là encore, je vous renvoie vers la vidéo de Mea dont je parlais tout à l'heure. Même esthétiquement, je trouve ce film très sympa, j'aime le côté Disneyland des décors, et je trouve que ce qui fait le charme du film, c'est qu'il est certes ambitieux, mais tout en restant modeste. Un peu comme cette émission, quoi. Ouais, enfin, toi, t'es encore à demander à tes soi-disant potes de doubler des PNG qui bougent, hein, connard.